Le terme de gothique sudiste, au départ, il est appliqué à la littérature. C'est Hélène Glasgow qui utilise le terme dans les années 30 la première fois pour s'en référer à Faulkner, Erskine Caldwell et la génération qui arrive après, c'est-à-dire Truman Capote, Carson McCullers, Flannery O'Connor et ces auteurs-là. Il y a une dimension très littéraire et forcément les adaptations de Tennessee Williams, c'est-à-dire voilà, ces sortes d'aristocratie décadente qui vivent au milieu des ruines, dans des maisons coloniales en ruine, complètement en proie à des névroses et à la folie. Là, on est vraiment dans ce que moi j'appelle le gothique sudiste, mais voilà, qui peut se décrire de plein de façons différentes. Parce que tout le rapport à la spectralité, à la dégénérescence, tout ça, on peut le retrouver dans certains films qu'on va qualifier de exploitation aussi, parce que tout ça, c'est un peu... c'est pour eux, en fait. Moi, j'ai une notion que j'aime bien, c'est l'idée de paysage état d'âme, qu'on retrouve aussi dans le gothique classique. Et il y a ça dans Nosferatu, il y a ça dans Vampire de Dreyer. Et c'est quelque chose du coup qui est commun aussi au roman gothique classique, cette importance du paysage qui crée une atmosphère, alors dans le Southern gothique qui est plutôt une atmosphère poisseuse justement, avec les bayous de la Louisiane par exemple, des choses comme ça. Oui, d'une part, le sens du lieu il est absolument primordial. Je pense que c'est pour ça qu'on y voit des liens avec le roman gothique classique de la fin du XVIIIe, qui était essentiellement situé en Italie, en sud de la France ou nord de l'Espagne en gros. Bon, il y avait parfois d'autres endroits, mais on était quand même plutôt localisé dans des châteaux médiévaux situés là. Et là, par contre, dans le sud, on va être plus donc sur soit des ruines d'anciennes maisons de plantation, etc., maisons coloniales, avec les quartiers d'esclaves aussi qui vont être en ruine ou détruits. Mais de ces ruines vont sortir des sortes de spectres. En tout cas, c'est une terre qui va garder les fantômes avec elle. Il y a une photographe assez passionnante qui s'appelle Sally Mann, qui a beaucoup travaillé sur le sud profond. Il y avait une rétrospective à Paris il n'y a pas longtemps. Et la rétrospective n'était pas supra complète, c'était un peu grand public, mais elle a vraiment travaillé là-dessus, et elle travaille autour du cadavre qu'elle va poser dans des décors naturels, et elle a fait toute une série qui est sûrement ma préférée autour des champs de bataille de la guerre de sécession, on est 1861-65 par là, et elle va aller dans ces lieux et aller chercher les spectres. C'est les traumatismes aussi. Les fantômes, c'est quelque part, c'est les traumatismes de cette Amérique aussi. La culpabilité, tous ces sentiments-là qui sont liés au gothique classique aussi. Donc c'est pour ça que le terme, je pense, a été utilisé de manière presque logique. La seule chose qu'a apporté le Sud, qui était déjà quelque part là, si on prend des romans comme Vathek de William Beckford, ou même Melmoth, mais ça va vraiment apporter la dimension du grotesque. Le grotesque et du cordiforme. Et ça, c'est vraiment... tout le paysage va être hanté par une sorte de galerie de monstres et de personnages au corps... encore mutilés. Mais là encore, c'est des résidus du trauma, de la guerre, etc. Mais on va avoir des sourds-muets, des nains... Tu parles de la notion du sublime dans la nature, qui est du coup toujours en lien, en relation avec les personnages qui y vivent en fait. Est-ce que tu peux m'en dire peut-être un peu plus sur ces termes-là, justement, que tu emploies dans le livre sur le sublime? C'est une notion... c'était vraiment dans le sens de Edmund Burke, donc un penseur qui avait beaucoup influencé toute l'école romantique et gothique, qui avait défini donc, le sublime un peu par en opposition au beau. Et le beau, c'est joli, c'est pittoresque, tandis que le sublime, on est au milieu des éléments, c'est terrifiant, c'est une sorte d'angoisse délicieuse, mais on peut vite être enseveli, on peut vite être terrassé. Et la nature, notamment, tu vois, tu parlais de la Louisiane et tout, mais quand on passe
aux ouragans, aux tonnerres de glace, à ces bayous, à la faune elle-même qui est pas sympa. Oui. Dire, même, qui est déjà hostile de toute façon. Je veux dire des serpents au pitbull, en passant même par les fourmis de feu, les fourmis de feu, les crocodiles. Même moi j'avais rencontré les fameuses abeilles africanisées là-bas. C'est pas sympa. Non, c'est pas sympa. Donc il y a un sentiment que la nature elle est totalement hostile. Et ça on le ressent bien dans les films, comme on peut le ressentir chez un cinéaste comme Werner Herzog, qui était très attiré à une époque dans les années 70 par la ruralité américaine notamment. Et qui a filmé en Louisiane aussi. Et qui a fait des films dans le sud, qui a fait Bad Lieutenant, qui a fait des films autour des pasteurs illuminés, de toute la religiosité un peu carnavalesque du sud, qui a fait aussi un film sur les vendeurs de bétail, donc vraiment là, cette culture rurale. Et donc voilà, je pense qu'il y a un sens de la nature là-bas qui rejoint vraiment les descriptions qu'en fait Burke dans sa définition du sublime et qui renvoie presque à certains tableaux. Si on part même vers le romantisme américain du début du 19e, je pense qu'à des peintres, il y avait Washington Allston. Il y avait un de ces tableaux, je crois que ça s'appelait Le Déluge. De l'idée du déluge, c'est vraiment un truc très présent dans le romantisme, la peinture romantique. Mais là, c'est aux États-Unis, d'un décor américain. Et si on remonte même à un auteur comme Charles Brockden Brown, donc là, on est vraiment le roman gothique qui part aux États-Unis. On est dans les années 1799-1800. Et on a déjà la figure, cette omniprésence du paysage qui va être hantée par des figures du passé qui peuvent être notamment l'Indien.